Cours cinématique du point et du solide. Donc, premier paragraphe. Dérivation vectorielle, définition. Soit la base orthonormée directe bx, y, z de l'espace vectoriel E3. On considère l'application donc E3 définie par t, u de t, la dérivée de u de t par rapport au temps, et le vecteur d de u de t sur dt par rapport à la base b, tel que d de u sur dt par rapport à b est égal à la limite de u de t plus h moins u de t sur h, lorsque h tend vers 0. Donc c'est évident bien sûr, donc c'est comme si vous dites limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0 est égal à f' de x. Donc c'est exactement la même chose. C'est la définition de la dérivée. Si u est égal à xu plus y est égal à x porté par x plus y porté par y plus z porté par z, donc la dérivée de u par rapport à t dans la base b est égale à x point x plus y point y plus z point z, car tout simplement x, y, z appartiennent, ou bien ce sont les trois vecteurs de la base b. Donc ils sont fixes dans la base b. Donc je dérive tout simplement les composantes x de t, y de t, z de t par rapport au temps. Donc la démonstration, si u est égal à x porté par x plus y porté par y plus z porté par z, on aura alors d de u sur dt par rapport à b est égal à x point x plus y point y plus z point z plus. Alors là, normalement ici on a fg. Donc la dérivée de fg c'est f' g plus fg'. Donc plus, alors là on a dérivé x, cette fois on va dériver le vecteur x, donc x d de x sur dt, y de y sur dt, z de z sur dt. Or d de x sur dt, d de y sur dt, d de z sur dt est égal au vecteur nul, car x, y, z sont fixes dans la base b. On en déduit tout simplement que d de u sur dt par rapport à la base b est égal à x point x plus y point y plus z point z. 2. Formule de la base mobile, formule de Bohr. Soit la base orthonormée directe B0, x0, y0, z0 de E3, soit la base orthonormée directe B1, x1, y1, z1 de E3, dépendant du paramètre t par rapport à B0. Soit un vecteur u défini par u est égal à x1, x porté par x1, y1 porté par y1, z1 porté par z1. Ça veut dire que u est exprimé dans la base B1 et non pas B0. Donc, cette formule est la formule de Bohr, la dérivée de u sur dt par rapport à, à la base 0 est égale à la dérivée de u sur dt par rapport à la base numéro 1 plus oméga de p1 par rapport à p0 vectoriel u. Démonstration. Alors d de u sur dt par rapport à la base 0 est égal à, comme tout à l'heure, est égal à x point x1 plus x1 fois d de x1 sur dt par rapport à b0 plus y point y1 plus y1 fois d de y1 sur dt par rapport à b0. De même, plus z.z1 plus z fois la dérivée de z1 sur dt par rapport à b0. Car x1 et le vecteur x1, y1 et le vecteur y1, z1 et le vecteur z1 ne sont pas fixes dans la base, donc sont variables dans la base 0. Donc x1, vecteur unitaire bien sûr, donc x1 au carré est égal à 1. Alors si je dérive x1 au carré, c'est 2x1 fois la dérivée de x1 sur dt par rapport à b0 est égal à 0 puisque la dérivée de 1 c'est 0. Alors de ce résultat, je peux déduire que le vecteur x1 et sa dérivée sont orthogonales, car leur produit scalaire est égal à 0. Donc produit scalaire égal à 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux, perpendiculaires. D'où donc le vecteur de x1 sur dt par rapport à 0 ne peut pas avoir de composante suivant x1. Donc ce vecteur a seulement une composante suivant y1 et suivant z1. Donc je peux écrire par exemple que d de x1 sur dt par rapport à 0 par rapport à b0 est égal à cy1 plus ez1. De même pour le deuxième vecteur, d de y1 sur dt par rapport à b0, puisque la dérivée de y1 sur dt par rapport à 0 est perpendiculaire, ce vecteur est perpendiculaire à y1, donc y1, donc cette dérivée ne peut pas avoir une composante suivant y1. Donc ça va être fx1 plus a z1. De même pour le troisième vecteur, elle est orthogonale à
Z1, donc ne peut pas avoir une composante suivant Z1. Donc BX1 plus DY1. Par ailleurs, on a X1 est orthogonal à Y1, donc X1 scalaire Y1 est égal à 0. Cela implique que X1, alors Y1, alors si je dérive cette expression, si je la dérive, donc ça va être X1 fois la dérivée de Y1 plus D de X1 fois Y1. Donc ça va être X1 fois la dérivée de Y1 sur dt par rapport à B0 plus Y1 fois la dérivée de X1 par rapport à dt par rapport à B0. Le tout égale à 0 bien sûr. Cela implique que, or, d de Y1 sur dt par rapport à B0 est égal à f x1 plus a z1. Donc si je multiplie cette expression, si je multiplie ça fois ça, automatiquement ça va être f. Donc c'est f, puisque x1 scalaire x1 est égal à 1, x1 scalaire z1 est égal à 0. De même pour la deuxième, donc c'est f, plus de même y1 fois d de x1 sur dt, alors d de x1 sur dt, c'est y1 plus ez1, le tout multiplié fois y1, donc y1 scalaire y1 c'est 1, y1 scalaire z1 c'est 0, donc c'est c. Donc ça me donne f plus c est égal à 0. De même pour les deux autres, c'est-à-dire y1 scalaire z1, ensuite z1 scalaire x1. Donc pour les deux autres, j'aurai e plus b est égal à 0 et a plus d est égal à 0. En utilisant le même principe. Donc d de x1 sur dt par rapport à b0 est égal à cy1 plus ez0. Alors e, je peux remplacer e par moins b, donc moins bz1. Ensuite, d de y1 sur dt par rapport à b0 est égal à, là il est où? Il est là. Donc je peux remplacer f par moins c, donc c'est moins cx1 plus a z1. Et enfin la troisième, d de z1 sur dt par rapport à b0, c'est-à-dire celle-là, donc c'est bx1, et je remplace d par moins a y1. Considérant un vecteur oméga de p1 par rapport à b0 est égal à ax1 plus by1 plus cz1, on a, alors, oméga de b1 par rapport à b0 vectoriel x1 est égal, donc je remplace oméga par son expression ax1 plus by1 plus cz1, le tout vectoriel x1. Alors x1 vectoriel x1 c'est 0, y1 vectoriel x1 c'est moins z1, donc c'est moins bz1, il est là, moins bz1. z1 vectoriel x1 c'est y1, donc plus cy1. Donc ça veut dire que oméga de b1 par rapport à b0 vectoriel x1 est tout simplement égal à cette expression, égal à la dérivée de x1 sur dt par rapport à b0. De même, oméga de b1 par rapport à b0 vectoriel y1 est égal à x1 plus by1 plus cz1 vectoriel y1. Donc x1 vectoriel y1 cz1, donc c'est az1. Et là, az1. y1 vectoriel y1 c'est 0. z1 vectoriel y1 c'est moins cx1. Moins cx1. Ça veut dire que ce produit vectoriel est égal à d de y1 sur dt par rapport à b0. Et enfin le troisième, oméga de b1 par rapport à b0 vectoriel z1. Donc x1 vectoriel z1 c'est moins y1, donc moins ay1. y1 vectoriel z1 c'est bx1. Et z1 vectoriel z1 c'est 0. Donc ce produit vectoriel est égal à la dérivée de z1 sur dt par rapport à b0. On en déduit que, alors d de e sur dt par rapport à b0 est égal d'abord à d de e sur dt par rapport à la base 1, c'est-à-dire ça. Donc d de e sur dt par rapport à b0 est égal à d de e sur dt par rapport à la base 1, qu'on a déjà déterminé dans le premier paragraphe. Plus, alors x1 fois d de x1 sur dt par rapport à b0, c'est-à-dire la deuxième expression. Alors x1 est un scalaire et ce vecteur d de x1 sur dt par rapport à b0, je peux le remplacer par oméga vectoriel x1. Donc ça va être oméga b1 par rapport à b0 vectoriel x1, et le x1 scalaire, je peux le mettre de ce côté-là, par exemple, je peux le mettre juste à côté de x1. Plus y1 fois la dérivée de y1 sur dt par rapport à b0. Alors d de y1 sur dt par rapport à b0, elle est là. Donc c'est oméga vectoriel y1. Donc oméga vectoriel y1. Juste à côté de y1, je peux mettre le scalaire y1. De même pour la troisième,
Z1 fois la dérivée de Z1 sur dt par rapport à B0. La dérivée de Y1 sur dt par rapport à B0, c'est oméga vectoriel Z1. Donc c'est oméga vectoriel Z1. Et le scalaire Z1, je peux le mettre à côté de Z1. Là, je constate que je peux factoriser par oméga de B1 par rapport à B0. Donc, ce qui donne oméga de B1 par rapport à B0 vectoriel, j'ouvre la parenthèse, x1, x1 plus y1, y1 plus z1, z1. Et bien sûr, x1, x1 plus y1, y1 plus z1, z1, c'est u, c'est le vecteur u. C'est ce qu'on a déjà posé au départ, c'est le vecteur u. C'est-à-dire que cette expression, toute l'expression peut être remplacée par oméga de B1 par rapport à B0 vectoriel u de t. D'où d de u sur dt par rapport à b0 est égal à d de u sur dt par rapport à b1 plus oméga de b1 par rapport à b0 vectoriel u. Et là, c'est le contraire. Donc, j'ai exprimé la base, la dérivée par rapport à b1 en fonction de la dérivée par rapport à b0. Si je compare les deux expressions, si on ajoute les deux relations, je peux simplifier si je mets la première équation plus la deuxième. Donc, je vais simplifier ça et ça. Et en même temps, je vais simplifier ça et ça. J'aurai oméga de B1 par rapport à B0 vectoriel U plus oméga de B1 par rapport à B0 vectoriel U est égal à 0. Donc, ce produit vectoriel plus celui-là est égal à 0. Et ainsi, on obtient le résultat suivant. Oméga de B1 par rapport à B0 est égal à moins oméga de B0 par rapport à B1. 1,4, recherche de oméga de B1 par rapport à B0 dans le cas d'une seule rotation. Alors le vecteur oméga de B1 par rapport à B0 est appelé vecteur instantané de rotation ou bien taux de rotation de la base B1 par rapport à la base B0. Alors par exemple, si la rotation est suivant Z, par exemple utilisant pivot suivant Z, donc la figure plane est la suivante, x0 se transforme en x1, y0 se transforme en y1, et Z0 bien sûr est confondu avec Z1 puisque c'est l'axe commun de rotation. Donc dans ce cas, oméga de B1 par rapport à B0 est égal à alpha point Z0. Si c'est une rotation suivant Y, mais faites attention, pour que la base soit directe, il faut mettre ici les Z et là les X. Donc ZX, sens direct, c'est Z vers X, Y sortant. Donc oméga de B1 par rapport à B0 est égal à alpha point Y0. De même, si c'est une liaison pivot suivant X, donc YZ, et oméga de B1 par rapport à B0 est égal à alpha point Z0. Les figures ci-dessous sont appelées des figures de changement de base, figures plane de changement de base. Alors, pour la démonstration, c'est-à-dire la démonstration de la formule dans le cas d'une seule rotation. On a ici une seule rotation suivant un seul axe. Donc, d'après la figure plane, x1 sur la figure plane est égal à cos alpha x0 plus sinus alpha, donc cos alpha x0 plus sinus alpha y0, et y1 est égal à, donc là c'est moins sinus, là c'est l'angle opposé, donc moins sinus alpha x0 plus projection sur y0, c'est cos alpha y0. En dérivant ces deux vecteurs dans la base b0, on obtient d de x1 sur dt par rapport à b0, donc je dois dériver ça. Donc x0 et y0 sont fixes dans la base 0, donc je dérive tout simplement le cosinus et le sinus. Mais attention, c'est cos alpha de t, donc c'est f en g. Donc dérivée de cos c'est moins sin, et la dérivée de alpha c'est alpha point, donc moins alpha point sinus alpha porté par x0 plus alpha point cos alpha porté par y0. Or, cette expression, donc si je factorise par alpha point, moins sinus alpha x0 plus cos alpha y0, c'est y1, donc c'est alpha point y1. Et si je dérive maintenant y1, donc dérivée de sinus c'est cos, donc moins alpha point cos, dérivée de cos c'est moins sin, moins alpha point sin. Si je factorise par moins alpha point, j'aurai ici cos alpha x0 plus sinus alpha y0, c'est x1, donc c'est moins alpha point x1. D'autre part, on a d de x1 sur dt par rapport à b0 est égal à d de x1 sur dt par rapport à b1, si j'applique la formule de bord, plus oméga de b1 par rapport à b0 vectoriel x1. Donc d de x1 sur dt par rapport à b1 c'est 0, puisque x1 est fixe dans b1. Donc c'est oméga de b1 par rapport à b0 vectoriel x1. Pour la deuxième, la même chose, d de y1 sur dt par rapport à b1 c'est 0, donc oméga de b1 par rapport à b0 vectoriel y1 est égal à, voilà, est égal à oméga de b1 par rapport à b0 vectoriel y1.
En comparant ces deux équations, on en déduit que, tout simplement, alpha point y1, c'est-à-dire la dérivée de x1 sur dt par rapport à b0, est égale à alpha point y1. Donc c'est alpha point y1. Et en même temps, la dérivée de x1 sur dt par rapport à b0 est égale à oméga de b1 par rapport à b0 vecteur x1. Donc là, c'est la première équation. Deuxième équation, la dérivée de y1 est égale à moins alpha point x1, donc moins alpha point x1. Et en même temps, la dérivée de y1 sur dt par rapport à b0 est égale à oméga de b1 par rapport à b0 vecteur y1. Donc si on pose oméga de b1 par rapport à b0 est égal à x1 plus by1 plus cz1, on trouve que a est égal à b est égal à 0 et que c est égal à alpha point. Car si on remplace dans la première équation, je sais que oméga vecteur x1 est porté par y1. Si je remplace oméga par cette expression, j'aurai ax1 vectoriel x1 c'est 0, by1 vectoriel x1. Ça va être bz1, or le résultat n'est pas porté par z, donc b égale à 0. Et j'aurai aussi z1 vectoriel x1 est égal à y1, donc c y1. Donc là, il est porté par y1, ça veut dire que c n'est pas égal à 0, c est tout simplement égal à alpha point. Sur la deuxième, si je remplace de la même façon, x1 vectoriel y1 c'est z1, or le résultat n'est pas porté par z, ça veut dire que a est égal à 0. Là, a égale à 0. Ensuite, y1 vectoriel y1 c'est 0, z1 vectoriel y1 c'est moins x1. Le résultat est porté par moins x1, ça veut dire que c est égal à alpha point. C'est le même résultat, donc toujours ça me donne c est égal à alpha point et a égale à b égale à 0. Cela veut dire que mon oméga n'est porté que par la composante z. Donc c'est z ou bien alpha point z1. D'ailleurs, on a utilisé la première figure, donc on est parti de la première figure, c'est-à-dire avec un oméga de b1 par rapport à b0 est égal à alpha point z0. Donc la rotation effectivement est portée par z0. Deuxièmement, cinématique du point, vitesse et accélération d'un point par rapport à un repère, le vecteur vitesse d'un point M par rapport à un repère R et la dérivée par rapport au temps du vecteur position défini dans le repère R. Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire du point, le vecteur accélération d'un point M par rapport à un repère R et la dérivée seconde par rapport au temps du vecteur position défini dans R. On en déduit que l'accélération de M est la dérivée dans R de la vitesse du point M. Donc la vitesse Vm par rapport à R est égale à la dérivée de M sur dt par rapport à R. Bien sûr, O est fixe dans R. Et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, ou c'est la dérivée seconde du vecteur position M par rapport à R. On dérive le vecteur dans le repère R, mais les composantes de ces vecteurs peuvent être exprimées dans tout autre repère. Il faut bien différencier le repère de dérivation, ici c'est le repère R, du repère d'expression. Le résultat peut être exprimé dans n'importe quel repère ou bien n'importe quelle base. Mais il faut faire attention au repère de dérivation. Donc je dérive par rapport à quel repère? Par rapport à ce repère-là, repère R. Là c'est le repère de dérivation. Mais le résultat n'est pas forcément exprimé dans ce même repère. Changement de repère, relation entre les vecteurs position. La relation entre la position du point M dans le repère R, O, X, Y, Z et celle dans le repère R1, O1, X1, Y1, Z1 et OM est égal à OO1 plus O1, N, relation de charge. Relation entre les vecteurs vitesse. La relation entre les vitesses dans le repère R et le repère R1 est donnée par la dérivation d'expression précédente dans R. Donc je dérive cette expression dans R, donc la dérivée de M sur dt par rapport à R est égale à la dérivée de O1 sur dt par rapport à R plus la dérivée de O1 M sur dt par rapport à R. Les deux premiers termes sont respectivement V de M, c'est-à-dire le premier celui-là. Donc là c'est directement la dérivée, donc la dérivée de M sur dt par rapport à R, c'est directement la vitesse Vm par rapport à R, car O est fixe dans R. La même chose pour la deuxième, puisque O, cette dérivée, l'origine de ce vecteur est toujours fixe dans R, ça veut dire que ce terme représente la vitesse, mais du point O1. Par contre, ici, il faut faire attention, car O1 n'est pas fixe dans R. Donc, je ne peux pas dire que cette dérivée représente directement une vitesse. Mais, voilà ce que je peux faire. Je peux utiliser la formule de bord ou bien la formule de dérivation vectorielle. Donc, pour calculer le troisième terme, on utilise la relation de dérivation vectorielle et l'on obtient. Donc, d de M sur dt par rapport à R, je peux passer par un repère dans lequel O1 est fixe.
Donc c'est d de O1m sur dt par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1m. Et bien sûr, la dérivée de O1m sur dt par rapport à R1, c'est la vitesse du point M mais par rapport au repère R1. Là, donc ça, c'est la vitesse du point M par rapport à R1. Donc là, voilà. Donc, V de M par rapport à R1, c'est la dérivée de O1m sur dt par rapport à R1. Le deuxième terme, oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1m est là. Et enfin, le troisième terme, c'est celui-là. Le troisième terme, VO1 sur VO1 par rapport à R1. Et bien sûr, le tout égale à V de M par rapport à R. Donc V de M par rapport à R est égal à V de O1 par rapport à R plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1m plus Vm par rapport à R1. La première vitesse est appelée vitesse absolue, donc vitesse absolue de M dans R. La deuxième vitesse, Vm par rapport à R1, est appelée vitesse relative de M par rapport à R1. Et le troisième terme, VO1 par rapport à R plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1m, donc tout le terme est appelé vitesse d'entraînement de M dans le mouvement de R1 par rapport à R. On a alors la relation suivante, Vm par rapport à R1 par rapport à R est égal à Vm par rapport à R1 plus Vm appartenant à R1 par rapport à R. Donc vitesse absolue, vitesse relative, vitesse d'entraînement. Relation entre les vecteurs accélération. Donc la relation entre les accélérations dont R1 et R est donnée par la dérivation de R dans R de la relation entre les vitesses. Donc je prends cette relation et je la dérive. Donc si je dérive le premier terme par rapport au temps par rapport à R, ça me donne directement cette accélération. Si je dérive le deuxième terme, Vm par rapport à R1, donc j'aurai ceci. Donc D2 sur dt de Vm par rapport à R1. Le tout par rapport à R. Alors, par contre, pour le troisième, avant de le dériver, je dois d'abord passer par le point O1. Donc j'utilise la relation de champ de moment en passant par O1. Donc Vm appartenant à R1 par rapport à R est égal à VO1 appartenant à R1 par rapport à R plus MO1 vectoriel oméga de R1 par rapport à R. Donc ce vecteur est égal à VO1 appartenant à R1 par rapport à R, et ensuite je vais la dériver, ça me donne directement cette accélération, plus MO1 vectoriel oméga de R1 par rapport à R. Alors, MO1 vectoriel oméga de R1 par rapport à R, je peux l'écrire aussi sous la forme de oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1m. Et ensuite, je vais la dériver. Donc, c'est un produit. Donc, la dérivée d'un produit, c'est la dérivée du premier fois le deuxième plus le premier fois la dérivée du deuxième. Donc, est égal à la dérivée de oméga, la dérivée de oméga sur dt par rapport à R, vectoriel O1m, plus oméga fois la dérivée de O1m sur dt par rapport à R. En tenant compte de relations de dérivation vectorielle, on obtient donc l'accélération du point M par rapport à R est égale à l'accélération du point O1 plus la dérivée, deuxième terme, la dérivée de oméga 1 sur dt par rapport à R vectoriel O1m plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel. Alors, la même chose, ce vecteur, ou bien la dérivée de ce vecteur, n'est pas égal à une vitesse, car O1 n'est pas fixe par rapport à R, n'est pas directement égal à la vitesse par rapport à R, mais je peux utiliser la formule de dérivation vectorielle en passant par R1. Donc la dérivée de O1m sur dt par rapport à R est égale à la dérivée de O1m sur dt par rapport à R1, plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1m.
Et bien sûr, la dérivée de O1m sur dt par rapport à R1, c'est directement la vitesse, et là, c'est la vitesse Vm par rapport à R1, plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1m. Et enfin, plus le troisième, la même chose pour le troisième, j'utilise la formule de dérivation vectorielle en passant par R1, donc je remplace R par R1. Donc la dérivée de la vitesse sur dt par rapport à R est égale à la dérivée de la vitesse sur dt par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel Vm. Et la dérivée de la vitesse sur dt par rapport à R1, c'est directement l'accélération du point M par rapport à R1. Elle est là. Plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel Vm par rapport à R1. Alors enfin, l'accélération de 1 par rapport à R est égale à l'accélération de 1 par rapport à R1, c'est-à-dire celle-là, plus la deuxième accélération, plus oméga de R1 par rapport à R sur dt vectoriel O1m, plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel oméga de R1 par rapport à R, plus, alors l'autre terme oméga vectoriel Vm plus oméga vectoriel Vm, c'est le double, c'est deux fois. On appelle le premier terme, on l'appelle accélération absolue. Le deuxième terme, on l'appelle l'accélération relative de M dans R1. Le troisième, c'est-à-dire tout ça, sauf bien sûr le dernier, donc d de oméga sur dt par rapport à R vectoriel O1m plus oméga vectoriel O1m est appelé accélération d'entraînement. Et enfin, le 2 fois oméga de R1 par rapport à R vectoriel Vm est appelé accélération de Coriolis ou complémentaire. 2-3 mouvements rectilignes. Si on a OM est égal à x porté par x, alors Vn par rapport à R est égal à x point porté par x et l'accélération est égale à x2 point porté par x. Si x point est une constante, on parle d'un mouvement rectiligne uniforme. Si x2 point est une constante, on parle d'un mouvement rectiligne uniformément varié. On peut établir les équations de mouvement, équation temporelle de position, vitesse et accélération de tel mouvement. Donc x2 point est égal à une constante a, x point est égal à t plus b. Normalement ici c'est l'accélération. Donc puisque x2 point normalement est égal à a, ça représente l'accélération, donc c'est at plus v0. b c'est la vitesse initiale, v0. Et x est égal à 1 demi a, l'accélération à t carré, plus v0t, plus x0, la position initiale x0. C'est un outil complet, mais qui contient souvent trop d'informations par rapport au but fixé. Pour déterminer une loi de consigne, on préfère raisonner graphiquement à partir des aires, des graphes présentant ces équations de mouvement. Donc là, on peut utiliser l'aire sous la fonction. C'est plus simple d'utiliser l'aire sous la fonction. On rappelle que l'aire S sous-tendue par la courbe représentative d'une fonction correspond à l'intégrale de cette fonction entre les bornes délimitant l'aire considérée. Exemple, cette aire S est égale à l'intégrale de T1 jusqu'à T2 de x point dt, x point de fonction, x point dt est égal à x t2 moins x t1. Exemple d'une loi en trapèze de vitesse. Donc, accélération constante. La première phase, accélération constante. La deuxième phase, accélération nulle, c'est-à-dire vitesse constante. Troisième phase, décélération constante, donc vitesse décroissante. Ici, bien sûr, vitesse croissante. Donc là, on obtient ici les trois courbes, la courbe de x, la courbe x point, la vitesse, et la courbe x2 point, l'accélération. Troisièmement, cinématique du solide indéformable et que projectivité de vitesse d'un solide indéformable, soit le mouvement d'un solide S par rapport à un repère R, et soit A et B 2 points de S, donc A, B 2 points appartenant à S, puisque c'est un solide indéformable, donc la distance AB est égale à une constante, ou encore la distance AB au carré est égale à une constante. AB carré, donc AB je peux la remplacer aussi par AO plus OB, ou bien OB moins OA, le tout au carré est égal à une constante. En dérivant par rapport au temps dans le repère R, il vient que
Donc la dérivée de cette expression par rapport au temps, c'est 2 fois OB moins OA, le tout fois D de OB moins OA sur DT. La dérivée de la fonction, c'est 2 fois F fois F'. Bien sûr, F ici, c'est OB moins OA, donc F carré, donc OB moins OA, donc 2 fois. Le 2, je peux simplifier puisque la dérivée de K, c'est 0. Donc je peux simplifier 2 et je peux écrire que le taux égale à 0 ici. Alors F, c'est OB moins, normalement ici, c'est OB moins OA. Mais ça ne va rien changer puisque le taux égale à 0, donc OB moins OA est égal à moins OA moins OB. Donc c'est comme si j'ai multiplié fois moins 1. Mais ça ne va rien changer. Alors, il me reste F'. F', c'est la dérivée de OB moins A. Donc la dérivée de OB, c'est la vitesse du point B appartenant à S par rapport à R. Et la dérivée de OA, c'est moins la vitesse VA appartenant à S par rapport à R. Le tout fois OB moins OA, ou bien OA moins OB. Donc si on met OB moins OA, je peux remplacer OB moins OA par AB. Donc le tout fois AB. Donc j'obtiendrai le résultat suivant, VB fois AB est égal, je vais mettre ce terme, et le terme AB, je peux le mettre de l'autre côté. Donc est égal à VA fois AB. Donc j'obtiendrai le résultat suivant, VA fois AB est égal à VB fois AB. Ou bien VA fois BA est égal à VB fois BA. C'est ce que j'ai dit. Si on garde OB moins A, ça ne va rien changer. Mais ici, relativement à la figure, il faut mettre AB et non pas BA parce que ce sont des projections orientées. Le sens de la projection ici, c'est une projection orientée dans le sens AB. Donc VA fois AB, d'après l'interprétation d'un produit scalaire. Donc un produit scalaire de vecteurs, c'est la projection d'un vecteur sur la direction de l'autre. Donc ici, VA fois AB, tout simplement, c'est la projection du vecteur VA sur la direction AB. Voilà, c'est cette projection qui est égale à la projection de VB sur cette même droite AB. Donc, VB sur cette même droite. Donc, la projection de VA sur AB est égale à la projection de VB sur AB. Les deux projections sont égales. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équiprojectivité. Même projection. Équiprojectivité. On passe maintenant au torseur cinématique. Si on attache un repère R1 au solide S1 et que l'on considère deux points A et B de ce solide S, on a d'une part la dérivée de AB sur dt par rapport à R est égale à la dérivée de AO, donc je décompose AB en passant par O, donc AO plus OB. La dérivée de OB, c'est la vitesse VB, et la dérivée de AO, c'est moins la vitesse VA. Donc la dérivée de AB sur dt par rapport à R est égale à VB moins VA. La dérivée de AB sur dt par rapport à R est égale au 6, si on utilise la formule de dérivation vectorielle, est égale à la dérivée de AB sur dt par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel AB. En comparant ces deux équations, on en tire que, donc si on compare les deux égalités, on tire que VB moins VA est égal à oméga de R1 par rapport à R vectoriel AB, car le premier terme est nul. Pourquoi le premier terme est nul? Parce que les deux points A et B appartiennent à R1 ou bien à S1. R1 c'est le repère attaché à S1. Donc VB moins VA est égal à oméga de R1 par rapport à R vectoriel AB. D'où VB est égal à au produit vectoriel plus VA. Donc VB est égal à VA plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel AB, ou bien plus BA vectoriel oméga de R1 par rapport à R. C'est ce qu'on appelle, donc là c'est la relation de champ de moment, ou bien pour la mémoriser, vous pouvez l'appeler babar. Bar. Pourquoi babar? Parce que là on a ici le point B, là c'est le point B, point A, point B, point A, dans cet ordre. Et oméga, tout simplement, c'est la résultante du torseur. On l'appelle résultante. Résultante du torseur. Donc, résultante du torseur, c'est R. Donc, babar, la vitesse au point B est égale à la vitesse au point A, plus BA, vectorielle, la résultante
Ici, la résultante, c'est oméga. On reconnaît la formule de Varignon avec oméga de R1 par rapport à R, la résultante du torseur cinématique. C'est ce que j'ai dit. Donc là, c'est la résultante R. On caractérise le champ des vitesses des points d'un solide par un torseur cinématique. Un torseur dont les deux éléments de réduction sont oméga de R1 par rapport à R résultante et VA appartenant à S1 par rapport à R moment. Donc la résultante est le moment du torseur. Avec la vitesse au point B est égale à la vitesse au point A plus BA vectoriel oméga. Donc c'est la formule Babar ou bien la formule de Varignon ou bien la relation de champ de moment tout simplement. Soit un repère R, O, X, Y, Z de l'espace, on peut projeter ce torseur dans le repère R, on obtient. Donc tout simplement ici vous pouvez écrire le torseur soit en utilisant une écriture en ligne, donc oméga, la résultante est le moment oméga FV en ligne. Alors dans ce cas, c'est pas la peine d'indiquer la base puisque la base est explicite, on voit la base, il est là. X, Y, Z. Sinon, on utilise une écriture en colonne, mais dans ce cas, il faut écrire tout le résultat dans la même base. Il faut que ça soit exprimé dans une même base. Par exemple, ici, la base, c'est X, Y, Z, relativement au repère R. Donc, oméga X, oméga Y, oméga Z, Vx, Vy, Vz sont les composantes de oméga et de V. Donc, écriture en colonne, écriture en ligne, pour un torseur cinématique. Propriété du torseur cinématique. Elle découle des propriétés du torseur. L'axe central du torseur est appelé axe instantané de rotation ou axe de viration. Elle est collinéaire au taux de rotation, c'est-à-dire oméga, à l'instant t. Les surfaces axoïdes sont l'ensemble des positions de l'axe instantané de rotation de le repère R au cours du temps. Champ des accélérations d'un solide. On sait que la vitesse au point B est égale à la vitesse au point A plus B A vectoriel oméga. En dérivant cette expression dans R, on obtient, après calcul, donc là, si on dérive la vitesse au point B par rapport à R, ça donne directement l'accélération. Donc pour le premier terme, c'est directement l'accélération. Pour le deuxième terme, la même chose, ça donne directement l'accélération. Alors pour le troisième terme, c'est un produit, donc c'est BA vectoriel la dérivée de oméga, plus la dérivée de BA, plus vectoriel oméga. Alors, la dérivée de BA vectoriel oméga peut être calculée ou bien exprimée de la façon suivante. Alors, la dérivée de BA par rapport à R, puisque le point BA appartient à S, donc je peux dériver BA par rapport à R, par rapport à S. C'est 0 plus oméga de S par rapport à R vectoriel BA. Donc là, j'aurai oméga vectoriel BA vectoriel oméga de S par rapport à R. Remarquons que le champ des accélérations d'un solide n'est pas équiprojectif, c'est-à-dire que la formule Babar ici, on ne voit pas la formule Babar, l'accélération point A n'est pas égale à l'accélération point B plus BA vectoriel une résultante, non. Donc là on a trois termes, ça veut dire que le champ ce n'est pas le champ de moment d'un torseur, donc l'accélération ne peut pas être modélisée ou bien exprimée sous forme d'un torseur. Paragraphe suivant, composition de mouvement, composition des vecteurs vitesse, soit un repère R2 de l'espace lié au solide S, et soit deux repères R1 et R0 mobiles par rapport à S, soit un point M de S. On sait que Vm appartenant à R2 par rapport à R est égal à Vm appartenant à R2 par rapport à R1 plus Vm appartenant à R1 par rapport à R0. C'est ce qu'on appelle la composition de mouvement. On peut bien sûr généraliser pour un nombre quelconque de repères. Donc Vm appartenant à R1 par rapport à R est égal à sigma de I égale à 1 jusqu'à n de Vm appartenant à Ri par rapport à Ri moins 1. Exemple. Alors ici, le point A, la vitesse au point A de 4. La Vm de 4 par rapport à 1, châssis, est égal à VA appartenant à 4 par rapport à 3, plus VA appartenant à 3 par rapport à 2, plus VA appartenant à 2 par rapport à 1. Sachant que la liaison entre 4 et 1
est une liaison pivot de centre C. Donc 4 pivotent autour de C, suivant l'axe sortant de la feuille, suivant l'axe Z. Donc support de la vitesse est perpendiculaire à CA. Donc puisque c'est une vitesse de rotation, donc elle est perpendiculaire au rayon. Donc le rayon de rotation ici, c'est le rayon de CA, c'est la distance CA. Donc c'est la perpendiculaire à CA. 4 par rapport à 3. 4, 3, c'est une liaison pivot articulation. Articulation, point A. Donc c'est une liaison pivot en A. Donc c'est un point commun entre 3 et 4. Ça veut dire que la vitesse en ce point est nulle, puisque c'est un point commun. 3, 2, là c'est un vérin. Donc 3 plus 2 c'est un vérin. Ça veut dire que le mouvement de 3 par rapport à 2 est un mouvement de translation. Normalement ici la liaison équivalente, ou bien ça correspond à une liaison pivot glissant, puisque les surfaces sont cylindriques. C'est une translation, mais normalement si vous voulez mettre une liaison, c'est une liaison pivot glissant de direction AB. Au point A ou au point B, c'est la même chose. Donc la direction du mouvement c'est AB. Et enfin, 2 par rapport à 1, c'est une rotation de centre B. Donc liaison pivot centre B, ça veut dire que la direction de la vitesse au point A, la dernière, la vitesse au point A est perpendiculaire à BA. Je parle de la vitesse de 2, point A, perpendiculaire à BA. Composition des vecteurs taux de rotation. On peut écrire également les égalités suivantes. d de U sur dt par rapport à R0 est égal à d de U sur dt par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à vectoriel U. Donc j'applique la formule de dérivation vectorielle entre R0 et R1, ensuite entre R1 et R2, et entre R0 et R2. Ensuite, je peux déduire de deux premières égalités que là je peux simplifier ce vecteur, celui-là. Donc j'aurai d de U sur dt par rapport à R0 est égal à d de U sur dt par rapport à R2 plus la somme des deux produits vectoriels. En comparant avec la troisième équation, on en déduit donc, si on compare celle-là avec la troisième, d de U sur dt par rapport à R0, d de U sur dt par rapport à R0. Donc si on compare les deux, on peut encore dire que oméga de R2 par rapport à R0 vectoriel U, c'est-à-dire ce terme, est égal à ce terme. Puisque ici, ça, c'est ça, et ça, c'est ça. Donc, là, je peux déduire que oméga de R2 par rapport à R0 est égal à oméga de R2 par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R0, c'est-à-dire que j'ai factorisé par U. Donc c'est ce qu'on appelle la composition de mouvement de rotation. On peut généraliser en disant que oméga de Rn par rapport à R0 est égal à sigma de U égale à 1 jusqu'à n de oméga de Ri par rapport à Ri moins n. Alors enfin, composition des torseurs cinématiques. On en déduit la relation torsorielle suivante. V de Rn par rapport à R0 est égal à sigma de U égale à 1 jusqu'à n de V de Ri sur Ri moins 1. Puisque le torseur est composé d'une résultante oméga et d'une vitesse linéaire en un point. Donc oméga, je peux utiliser la composition des oméga, et V, j'utilise la composition des V. Mais bien sûr, il faut que ça soit au même point. Donc pour tous les torseurs composés, il faut que ce soit, tous les torseurs doivent être exprimés au même point. Donc c'est la composition des torseurs cinématiques. Donc c'est-à-dire, je prends par exemple pour le premier torseur, sa résultante, ça va être cet oméga. Donc la résultante du premier torseur. Et son moment, voilà. Son moment. Ensuite, deuxième torseur, ça va être celui-là. Oméga de R2 par rapport à R1. Et son moment, c'est la vitesse Vm de R2 par rapport à R1. Troisième torseur, sa résultante, c'est oméga de R1 par rapport à R0. Et son moment, c'est Vm appartenant à R1 par rapport à R0. Et bien sûr, les trois torseurs sont exprimés au point M. Donc là, je l'ai fait pour deux torseurs seulement. Donc composition d'un torseur en deux torseurs. Donc c'est une composition en passant par un seul solide. Donc V de R2. Donc ça va être V de R2 par rapport à R. C'est V de R2 par rapport à R1 plus V de R1 par rapport à R. Donc le premier torseur cinématique, deuxième torseur, troisième torseur, et les trois sont exprimés au point M. Bien sûr, il faut mettre ici V, V, V et V. Torseur, torseur et torseur. Donc composition de torseur cinématique. Paragraphe 3.6, contact ponctuel. On a un point P de contact entre deux solides S1 et S2.
Voilà, le contact P, ici c'est A, mais normalement c'est point P, donc point P de contact. On peut toujours définir un plan tangent commun pi aux deux solides et une normale de contact N. Donc par exemple ici, plan tangent commun, c'est la surface, c'est cette surface, c'est la surface supérieure du solide S1. Et la normale ici, c'est la perpendiculaire, donc c'est Z. Ici, le plan tangent commun, il est là, donc ça c'est le plan tangent commun. Et la normale est perpendiculaire à ce plan, donc c'est N. Le repère P, N, T1, T2 est un repère local de contact. Donc le repère P, N, T1, T2. En P, on peut écrire le torseur cinématique de S2 par rapport à S1. Donc torseur cinématique, il a une résultante oméga de 2 par rapport à 1 et une vitesse linéaire Vp appartenant à 2 par rapport à 1. Point P. Si la vitesse de P attachée à S2 par rapport à S1 n'est plus dans le plan pi, on a soit perte de contact entre les deux solides, soit pénétration de S2 dans S1, qui n'est plus alors un solide indéformable. C'est-à-dire que la vitesse doit exister et doit toujours appartenir au plan pi. Donc le vecteur Vp de 2 par rapport à 1 est appelé vitesse de glissement de S2 par rapport à S1 en P. Donc le glissement se fait dans le plan pi. Donc c'est un glissement puisque c'est un mouvement dans le plan T1, T2. Donc dans le plan perpendiculaire à N, à la normale N. S'il y a maintien de contact au cours du temps, Vp de 2 par rapport à 1 appartient au plan pi. Donc la projection de Vp sur N est égale à 0. C'est-à-dire que Vp n'a pas de composante suivant N. Ne sort jamais du plan tangent commun. Le vecteur oméga de 2 par rapport à 1 peut être projeté sur N et sur le plan pi. Par contre, le vecteur rotation peut être projeté sur la normale, mais aussi sur le plan pi. Donc oméga de 2 par rapport à 1 est égal à oméga n de 2 par rapport à 1, c'est-à-dire c'est la composante suivant la normale, plus oméga t de 2 par rapport à 1, c'est la composante suivant le plan pi. Donc oméga n de 2 par rapport à 1 est égal tout simplement à une rotation portée par n. Donc oméga n portée par n est appelée vitesse de pivotement de S2 par rapport à S1. Par contre, oméga t de 2 par rapport à 1 est égal à oméga t1 porté par t1 plus oméga t2 porté par t2. C'est-à-dire que le vecteur oméga t aura deux composantes puisqu'il appartient au plan pi. Donc dans le plan pi, je peux avoir une composante suivante t1 et suivante t2. Et dans tous les cas, ce vecteur est appelé vitesse de roulement de S2 par rapport à S1. Une sphère sur un plan. La rotation de la sphère autour de la normale, c'est oméga pivotement. Mais si on balance la sphère sur le sol, comme un ballon, si on la balance, il roule. Donc le roulement de la sphère sur le sol, c'est oméga roulement. C'est la vitesse de roulement. Et bien sûr, si vous voulez avoir une vitesse Vp de la sphère par rapport au sol, il faut attacher par exemple la sphère à un fil et la tirer. Donc si vous tirez la sphère, dans ce cas, il va glisser par rapport au sol. Et c'est ce qu'on appelle la vitesse Vp de 2 par rapport à 1, ou bien la vitesse de la sphère par rapport au sol. Alors, le torseur, donc dans ce cas, le torseur cinématique de S2 par rapport à S1 peut donc s'écrire, donc son oméga a une composante sur la normale, et ça c'est la composante appartenant au plan tangent, pi, et a une composante de glissement dans le plan, c'est la vitesse Vp appartenant à 2 par rapport à 1. Donc là, ce sont les composantes du torseur cinématique. Vous pouvez constater que ce torseur a 5 composantes, donc 5 degrés de liberté. Ça correspond exactement à la liaison ponctuelle. Donc la liaison ponctuelle a 3 rotations plus 2 translations. S'il y a roulement sans glissement entre S2 et S1 en P, cette condition se traduit par le fait que Vp de 2 par rapport à 1 soit nul. Donc Vp de 2 par rapport à 1 est égal à 0 si roulement sans glissement.